Merci de nous avoir rejoints dans ce bel endroit. On avait beaucoup d'événements dans la e-santé au sens large, mais peut-être un peu trop large par rapport à l'industrie pharma, qui a quand même ses propres contraintes, ses propres cycles de développement, sa propre histoire avec le digital. Et donc ça nous a semblé assez légitime de préparer cet événement vraiment centré sur l'industrie, comme son nom l'indique. Cette image, vous l'avez reconnue, c'est l'image du premier homme sur la Lune. On a mis toute la technologie qui était disponible dans le monde à la portée de main des Américains pour envoyer un homme sur la Lune. Donc à l'époque, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de système informatique. Ça coûte plusieurs millions de dollars. Ça fait 4000 fois... c'est 4000 fois plus puissant que ce système. Et là encore, repensons à la santé. La santé, il y a 20 ans, quand vous allez voir votre praticien, le volume de données que vous génériez, c'était un fichier texte, 5 kilooctets. Si vous faites par exemple un IRM, ça fait plus 5 kilooctets, mais 35 mégaoctets. Ce qui s'est passé, c'est qu'en une vingtaine d'années, on a multiplié le volume de données par 40 millions. Alors, ça a évidemment pas mal de conséquences. Alors, parlons justement d'intelligence artificielle. Vous donnez ça à une intelligence artificielle, alors il faudra plutôt des milliers d'images, mais elle sera aussi capable de reconnaître l'un et l'autre sans que vous ayez besoin de lui expliquer. Ça, c'est évidemment des tas d'autres applications. On a pris 129 000 images dans lesquelles il y avait des mélanomes, certains cancéreux, d'autres pas. Et j'avais fait un sondage auprès de l'ensemble des radiologues français. Et ce qu'ils disent, nous, on n'est pas contre le fait qu'on nous débarrasse de la partie mécanique de notre activité, parce qu'on va pouvoir passer plus de temps sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire voir pas uniquement l'image, mais le patient dans toutes ses dimensions. Et la deuxième remarque qu'ils avaient, c'est par exemple le dossier médical personnalisé. Donc toute la paperasserie, qui est encore plus mécanique que la reconnaissance de mélanome, pour valider la nécessité d'une intervention, ensuite commander l'intervention. Mais là, vous avez des centaines de jobs qui ont été créés et qui n'auraient pas existé sans l'intelligence artificielle. J'ai vu l'évolution en 2 ans de l'utilisation du numérique. Moi, j'appelle ça de l'intelligence numérique. C'est la combinaison de 3 éléments. La disponibilité du nombre gigantesque de données dont on dispose aujourd'hui. Les objets connectés vont remonter toutes ces données, les algorithmes et la puissance de calcul. Et c'est là-dessus que Microsoft se positionne aujourd'hui. Et donc, la vision de Microsoft, c'est vraiment de mettre le numérique au service de l'humain, au service de l'intelligence humaine pour la catalyser, pour la sublimer, va pouvoir vraiment aider dans ces phases de prévention, aussi dans la partie diagnostic évidemment, au niveau du traitement également, et au niveau de l'observance et de l'hospitalisation à domicile. C'est important de garder en tête que la technologie ne doit pas être une fin en soi. Et c'est une erreur qu'on fait souvent, de se focaliser sur la solution avant de se focaliser sur le problème. Donc on essaye, nous, chez Sanofi, d'avoir vraiment un dialogue régulier avec les patients. On a par exemple une plateforme digitale avec des patients volontaires qui vivent avec le diabète, avec qui on est un petit peu en dialogue régulier pour essayer de bien comprendre les problèmes. Ce savoir-faire-là, il a une valeur. Le savoir-faire dans le domaine du diabète, les interactions avec les professionnels de santé, avec les patients, toute l'expérience clinique a une valeur très importante. C'est pour ça que dans cette révolution, je pense que les laboratoires ont une place importante à jouer. La frontière technologique en santé est en train de se transformer et de saturer. La première chose, c'est que la productivité marginale est décroissante. Et je pense qu'il faut partir de l'idée que la frontière se redessine. La relation entre un robot et un patient est tout sauf linéaire. Le premier contact que vous créez entre un robot et un patient, vous détruisez énormément de confiance. Et après, la vérité, c'est que quand on parle d'IA, le sujet, c'est pas tellement de savoir si on entraîne une technologie pour reconnaître l'image. Le sujet, c'est qui va investir ces 30 et 40 millions d'euros pour plus avoir de faux positifs dans les dossiers. Bien sûr. On commence à voir émerger un certain nombre de risques, l'intrusion, les promesses non tenues, les accidents et le non-accès. Alors l'intrusion, tout ce dont on parle aujourd'hui, toutes ces promesses, toutes ces solutions sont fondées sur les données. Ces données sont des données personnelles, en tout cas en santé. Les promesses non tenues, nous autres juristes, on appelle ça une inexécution contractuelle. Donc c'est notre travail de les prévenir au maximum. Une proportion non négligeable d'offreurs de services qui se réclament de l'intelligence artificielle, en fait, ne font pas appel à l'intelligence artificielle. Quand on prend un engagement vis-à-vis de son marché et qu'on ne le tient pas, ça s'appelle une exécution. Alors, le troisième, c'est ce que j'appelle les accidents. On s'expose à des risques de demande indemnitaire. Le risque de non-accès, des technologies qui seront très chères seront peut-être pas aussi accessibles à tous. Un regard fasciné, passionné, mais aussi interrogateur et un chemin de complexité à travers lequel, je pense,
nous passons tous en tant qu'industriels sur ces nouvelles technologies. C'est bien une stratégie totale d'entreprise qu'il faut avoir avec le sujet d'une création d'une culture, le sujet du recrutement et du développement des bons talents sur ces nouvelles technologies et aussi, je pense, au cœur des enjeux pour nous, dirigeants de l'industrie. Notre industrie n'est pas du tout encore une industrie mature sur ces sujets. Nous, cabinet de recrutement, très spécialisé santé, on nous demande finalement de recruter toujours beaucoup des médecins, des market access, des réglementaires. Ça, c'est des fonctions qui continuent de se développer. On parle des nouveaux modèles de l'industrie, des nouveaux outils et donc de ces nouveaux métiers. Donc il y a un vrai travail de transformation pour que ces gens-là se sentent intégrés dans les organisations, qu'on puisse les nourrir de projets. Toute cette transformation numérique va passer par des personnes qui vont évangéliser les équipes. N'oublions pas que ces gens-là, ils arrivent, c'est la génération Z. Si je reviens sur le champ de la recherche, je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites, relativement peu en France. Le champ de la production est juste en train d'être révolutionné par tous les mécanismes de numérique. Et là, un des enjeux importants pour le secteur, c'est d'être en capacité que la sphère de régulation soit à la page. Et enfin, peut-être de façon, je dirais, plus mature, le modèle d'interaction entre industriels et professionnels de santé, il a quand même beaucoup évolué depuis quelques années dans les sphères traditionnelles du marketing, avec une approche du digital qui a remplacé petit à petit le modèle traditionnel de l'échange humain. Même. Dans la vraie vie, je ne vois pas la couleur de la valeur créée, donc je ne rembourse pas ou je mets des barrières à l'accès qui sont telles que la promesse de l'étude clinique ne se retrouve pas sur le marché. Il y a une formidable opportunité de faire mieux, de créer plus de valeur. Le développement clinique tel qu'on l'a conçu continue d'être absolument nécessaire et vital, mais il n'est plus suffisant. Le client, qu'il s'appelle le patient, qu'il s'appelle le payeur, qu'il s'appelle le régulateur, le gouvernement, doit voir la valeur créée dans la vie, puisqu'il n'y a pas de vraie vie, il n'y a qu'une vie. Et pour cela, industriels du médicament, nous pouvons avoir un rôle. Les cours d'anatomie ont été remplacés par des cours de bioinformatique pour pouvoir lire le génome. Nous sommes également formés à la réalité virtuelle. Les études n'ont plus grand-chose à voir. Je ne vois plus mes patients en face à face, en télémédecine, uniquement quand le pharmacien me le suggère. Je demande une e-consultation. L'intelligence artificielle s'occupe de la prévention, de la détection, du diagnostic. Je supervise donc en tant que médecin en 2069 le parcours de santé de patients. Je les guide dans leur autonomie. Je ne suis pas la seule à avoir une petite santé. 90% de la population mondiale aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous devenus des médecins pour les autres, mais chacun un médecin pour soi-même. Trop souvent, on confond un peu demander et avoir de la donnée en vie réelle et son usage concret. On a une forte histoire dans ce domaine avec des formations adaptées, des demandes des autorités de santé qui sont fort demandeurs d'avoir des résultats de ces données de santé. Mais effectivement, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est l'usage. Aujourd'hui, l'usage qui en est fait est trop souvent pour des maintiens de valeur ou à titre informatif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas cette donnée en vie réelle comme une preuve. Le plan qui a été annoncé, le plan à 5 ans par la FDA qui a été annoncé en début d'année, montre la forte volonté de vouloir vraiment générer ce qu'ils appellent de l'evidence dans l'aide à la décision. Il faut bien voir qu'en ce moment, il y a une véritable course entre la production de connaissances et la production des données dans le secteur de la santé. Comment est-ce que face à cet afflux de données, on va générer de la connaissance ? Qu'est-ce qu'on va tirer finalement de toutes ces données qui sont produites par tous ces équipements? Et c'est un défi pour lequel on doit inventer des nouveaux outils, de nouvelles approches. Aujourd'hui, avec ce SNDS, on a une magnifique plateforme pour devenir un des centres d'utilisation de la donnée et en particulier en vie réelle. En réalité, c'est qu'on n'est pas sur de la donnée simulée, mais sur de la donnée observée. C'est ça le message, au-delà des jeux de mots sur la vie réelle. Nous, en fait, on utilise énormément et on profite de cette explosion de la donnée de vie réelle pour augmenter notre efficacité opérationnelle, en particulier dans la validation de la faisabilité des études cliniques. Très en amont. Soit on accède directement de façon autonome à des bases de données type CPRD qui permettent de faire directement nos analyses, ou bien on passe par des organismes certifiés pour accéder à certaines bases. Le fond, il n'est pas est-ce qu'on a des données, il y en a beaucoup de trop. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en créer des supplémentaires, même si je suis d'accord qu'il faut aller sur la génomique, sur les réseaux sociaux, mais déjà si on exploitait ce qui existe, ça serait déjà génial. Ces producteurs vont commencer à mettre en commun les données.
on va commencer à faire des premiers projets de base partagée et que l'ensemble des producteurs, voyant l'intérêt de ces bases partagées, va réussir à bouger progressivement. Il est possible de réfléchir sur quelle donnée est véritablement utile. Et très souvent, malheureusement, c'est de la donnée non structurée, particulièrement compliquée à mettre en avant. Et c'est tout le propos aujourd'hui. Alors le potentiel scientifique, il est énorme. Dans les données, il y a énormément de choses. Et on peut faire du diagnostic, de la thérapeutique, du pronostic avec des algorithmes. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut bâtir des modèles économiques qui soient favorables aux uns et aux autres. Et ça, c'est pas évident. On a imaginé un modèle économique dans lequel les patients qui renseignent leurs données ou les associations de patients ou autres puissent recevoir une compensation, où les professionnels de santé viennent pouvoir valider ces données renseignées par les patients, qui sont d'un grade médical, on va dire, inférieur par rapport à celles renseignées par les médecins, et donc qui puissent être aussi récompensés pour ce travail-là de validation et de complétion des données. On essaye aussi à notre petit niveau de réfléchir à la partie business model pour apporter aussi une vision extérieure et pour essayer effectivement de faire en sorte que cette structure soit une structure pérenne et autonome. Et la big data et qui permet effectivement de croiser des données, de faire des choses assez exceptionnelles, qui permet d'aller plus vite sur l'identification de certains éléments sur lesquels des futurs produits vont pouvoir être testés. Donc ça, c'est super. Et puis, il y a les algorithmes vraiment de data de précision. Et là, ça prend un temps monstrueux. C'est un vrai métier. Et aujourd'hui, moi, je me permets de le dire, c'est important. C'est aussi quelque chose en devenir. On a découvert que le patient avait une forme de connaissance liée au savoir sur Internet, à la démocratisation des savoirs, et aussi liée à l'expérience qu'il pouvait partager sur les réseaux sociaux notamment, avec d'autres patients, et l'expérience évidemment de sa maladie. Parce qu'il y avait une forme de discussion entre le médecin et le malade qui là aussi n'existait pas. Il y a une relation en particulier avec l'industrie pharma, qui est en train de changer, et en particulier lié au parcours du patient, mais pas seulement. On a commencé par faire le constat de la place centrale du patient et par se poser une question assez large de quel est le rapport du patient avec ses données, quelle est la place du patient dans cette nouvelle ère entre guillemets des données. On a lancé avec Odoxa un baromètre. Il y avait un partage de données de santé avec un chiffre qui était de 29% des Français, ce qui fait quand même un Français sur 3 qui partage des données de santé sur les réseaux sociaux. Évidemment, avec l'usage massif des téléphones, les gens préfèrent en fait chercher sur leur téléphone parce que c'est des données très personnelles. Je pense que clairement pour les laboratoires et autres acteurs de la santé, il y a vraiment une place à prendre, une opportunité pour répondre, pour avoir du contenu de qualité pertinent qui réponde aux questions de ces patients. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour mutualiser? Ça, c'est vraiment l'avenir. Je pense que le côté très concurrentiel, chaque labo fait son truc dans son coin. Dans les 5 à 6 prochaines années, ça doit changer, forcément, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Même des sociétés type Fnac Darty qui ont été obligées de changer leur modèle, sinon ils étaient mangés tout cru par Amazon, ils ont à peu près les mêmes problématiques qu'on a nous. Il y a des problèmes légaux, il y a des problèmes de compétences en interne, il y a des problèmes de management, de faire transitionner les gens, et ça c'est extrêmement important d'essayer de faire avancer les choses par rapport à ça. Chacun des acteurs de santé a un rôle à jouer autour de ce parcours de soins du patient. Et historiquement, on a beaucoup récolté de données autour de l'usage et de l'utilisation de nos produits. On a récolté beaucoup moins de données autour des usages, des comportements. Et là-dessus, il faut être absolument humble. On est au début de l'histoire. Et il faut comprendre que si on veut intéresser nos clients, il faut parler de leurs besoins, il faut comprendre leurs contraintes, il faut essayer de les aider. Donc il faut créer de la valeur pour nos clients. Et je pense que c'est le virage qu'on est en train de prendre en ce moment. En termes de numérique en santé en France, pour l'instant, c'est le bazar. Les systèmes d'information sont peu communicants les uns avec les autres, ce qui fait que d'une part, les professionnels de santé perdent souvent du temps dans l'utilisation des outils numériques quand ils les utilisent. Ça nuit énormément à la coordination des soins. Ça fait tous collectivement qu'on dit depuis des années qu'il faut remettre le patient et l'usager au cœur du système de santé pour que le patient soit vraiment acteur de sa santé, acteur de la prévention, acteur du soin. Et en réalité, il n'y a pas grand-chose en termes d'information et en termes de services numériques à destination des usagers. On est tous un peu responsables, notamment nous, les pouvoirs publics, parce que c'est vrai que l'écosystème public en santé est lui aussi très fragmenté, très éparpillé. Ce qu'on propose, c'est d'abord de travailler en urgence, là, en 2019, à 2 prérequis. Donc résoudre cette situation de mise en coordination de tous les acteurs publics qui travaillent sur le numérique en santé, pour que demain, les usagers ils aient à leur disposition
un espace de confiance et un espace dans lequel ils puissent naviguer de façon fluide en passant d'une application à une autre sans à chaque fois avoir se connecter, se déconnecter, se réidentifier, etc. Et pour avoir leurs données et une vision centralisée et consolidée de tout leur état de santé et pouvoir vraiment être acteurs de leur parcours de santé. Le miroir de l'espace numérique de santé côté pro et qui permet là aussi aux professionnels de demain pouvoir naviguer d'une application à une autre de façon sécurisée et fiable, éthique, etc. et fluide en termes de confort d'utilisation pour ne pas perdre de temps comme c'est le cas actuellement. Le remerciement d'abord à tous nos partenaires, partenaires économiques, partenaires institutionnels. Bien évidemment, une journée comme ça, c'est beaucoup d'énergie, mais aussi un cadre. Donc merci beaucoup pour vos contributions, pour votre implication dans ce premier événement. Donc c'est effectivement important que vous, industriels du médicament, que vous intégriez tous ces changements d'environnement. Il y a aussi beaucoup de portes ouvertes, c'est-à-dire la capacité à aussi voir les choses que vous pouvez faire. Rien n'est impossible. Encore une fois, merci pour être venu. Je vous souhaite un bon retour et je vous dis à une prochaine. Voilà, merci beaucoup.